Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, changement de stratégie annoncé dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne. Les ministres de la Défense du G5 Sahel étaient réunis à Niamey il y a quelques jours pour mettre en place une nouvelle approche sécuritaire. Un léger remaniement ministériel au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a décidé de se séparer de ses ministres de l'énergie et de l'agriculture. Décision qui, selon l'exécutif, résulte d'un processus d'auto-examen indépendant et critique des projets gouvernementaux. Et puis, l'Éthiopie ferme sa représentation diplomatique en Algérie, une parmi tant d'autres qui seront fermées d'ici peu. En proie à une crise économique liée au Covid-19, le gouvernement fédéral entend réduire les dépenses liées au fonctionnement des ambassades. Mais tout d'abord, l'armée nigériane a annoncé ce jeudi 2 septembre l'élimination de 48 terroristes présumés et l'arrestation de 20 dirigeants de l'organisation Boko Haram dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Le porte-parole adjoint du ministère de la Défense, Bernard Onyoko, a indiqué que l'armée avait mené des opérations contre des éléments de l'organisation terroriste dans l'état de Borno entre le 14 et le 27 août dernier. Il a ajouté qu'en plus des 48 terroristes tués, 565 autres s'étaient rendus aux forces armées. Comment préserver la bande du Sahel du banditisme transfrontalier, du trafic illicite et du terrorisme? Question à laquelle les ministres en charge de la défense des pays membres du G5 Sahel ont essayé de répondre lors d'une réunion extraordinaire qui s'est clôturée ce 1er septembre à Niamey au Tchad. Les pays membres entendent notamment mutualiser les efforts pour une meilleure approche sécuritaire. Joël Ballot. Définir une nouvelle approche de lutte contre le terrorisme dans leur espace géographique. C'est ce qui ressort d'une réunion extraordinaire des ministres en charge de la défense nationale des pays membres du G5 Sahel à Niamey le 31 août 2021. Confrontés à des multiples menaces terroristes depuis près d'une décennie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont décidé de mutualiser leurs efforts pour un retour à la paix dans la sous-région. En prenant cette initiative de nous retrouver à Niamey, il s'agira pour nous de définir une approche à adopter pour minimiser les conséquences que peut engendrer cette nouvelle donne sécuritaire. Aujourd'hui, tout en saluant les efforts entrepris à divers niveaux, force est de constater que la situation sécuritaire sur l'ensemble de notre espace commun reste imprévisible et volatile. Malgré les efforts fournis, avec notamment l'aide des alliés occidentaux, l'hydre terroriste semble invaincu et malheureusement, ce sont les populations qui en payent le lourd tribut. Aussi, la mise en place d'une nouvelle stratégie dans les différents fuseaux donnera-t-elle une autre dynamique à la force conjointe G5 Sahel à travers le renforcement des capacités? De plus en plus, ce qui est important, c'est qu'il y a des initiatives qui sont vraiment prises au niveau du G5 Sahel et qu'on essaie de se passer de l'expertise de la France et de son apport dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au Sahel et même du renseignement. Donc, la nouvelle donne se lie également à la lumière de l'implication de plus en plus pressante de l'Algérie. La question sécuritaire est une priorité dans la bande du Sahel. Mutualiser les ressources pour arriver à cet objectif, celui de sécuriser la sous-région, aura pour effet direct la libre circulation des personnes et des biens. Les ministres nigérians de l'énergie et de l'agriculture ont été remerciés le 1er septembre dernier. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari évoque la nécessité d'améliorer la gestion économique du pays ainsi que l'efficacité des services publics. Les détails avec Mildred Diamant. Le Nigeria annonce un léger remaniement ministériel. Le président Muhammadu Buhari a démis le 1er septembre 2021 les ministres Sabo Nanono et Saleh Maman, respectivement chargés de l'agriculture et de l'énergie, de leurs fonctions. Si aucune information n'est donnée sur les raisons de ces limogeages, les autorités évoquent la nécessité d'améliorer la gestion économique du pays et la prestation des services publics.
Le réaménagement opéré au sein du gouvernement nigérian peut se comprendre comme une volonté de changement de cap à l'effet de mieux dynamiser le secteur de l'agriculture et de l'énergie. En effet, des rapports récents menés par une équipe d'auto-évaluation sectorielle ont permis d'identifier des points faibles dans les différents secteurs surévoqués, ce qui laisse penser que le récent remaniement s'inscrit dans un souci de synergie des efforts dans la gouvernance à l'effet de mieux booster et d'améliorer le service des biens publics au Nigeria. Désormais, le ministre de l'Environnement, Mohamed Mahmoud Aboubakar, va assumer les fonctions de ministre de l'Agriculture et du Développement rural, tandis que le ministre d'État aux Travaux, Aboubakar Aliou, assumera les fonctions de ministre de l'Énergie, selon un communiqué de la présidence. Ces changements s'inscrivent dans la tradition consistant à soumettre la mise en œuvre de nos projets et programmes à une auto-évaluation indépendante et critique par le biais de rapports sectoriels lors des réunions du cabinet et des retraites. Ces étapes importantes de révision ont permis d'identifier et de renforcer les points faibles, de combler les lacunes, de renforcer la cohésion et la synergie dans la gouvernance, de gérer l'économie et d'améliorer la fourniture des biens publics aux Nigérians. Précisons que les anciens ministres de l'énergie et de l'agriculture sont en poste depuis la réélection du président Buhari en 2019. Alors que la situation sécuritaire du Nigeria devient de plus en plus dégradante, le chef de l'État annonce également de nouvelles réorganisations de son cabinet dans les prochains jours. Également dans l'actualité, lors d'un entretien ce jeudi 2 septembre avec le chargé de la gestion des affaires du ministère de l'Intérieur, Rida Garsalawi, et les directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la sécurité publique, le président tunisien Kais Saied a souligné la nécessité d'interagir avec les manifestants dans le respect de la loi. Il a notamment mis l'accent sur le respect des droits des citoyens à manifester pacifiquement et à la liberté d'expression. Cette rencontre est intervenue suite à un incident qui a eu lieu le 1er septembre à l'avenue Habib Bourguiba. Plusieurs citoyens, dont des journalistes, ont été agressés alors qu'ils protestaient pour éclairer l'opinion publique quant au dossier des assassinats politiques. Le gouvernement éthiopien a confirmé le 1er septembre la cessation des activités consulaires de son ambassade en Algérie. L'ambassade d'Éthiopie à Alger n'est pas la seule représentation de la diplomatie éthiopienne à fermer à l'étranger, mesure qu'Addis Abeba justifie par la nécessité de s'adapter à des crises de trésorerie engendrées par la pandémie de coronavirus. Robert Tobokpe. Officiellement inauguré en avril 2017, le siège de l'ambassade de l'Éthiopie en Algérie aura fonctionné 4 ans jusqu'à ce que débarquent des difficultés financières. La raison, la crise économique liée au Covid-19 qui continue d'affecter ce pays de l'Afrique de l'Est qui, en plus de la pandémie, doit contenir les rebelles du Tigré. Les arguments évoqués par le pouvoir d'Addis Abeba sont d'une transparence sans équivoque, à savoir le coût élevé de l'entretien de cette mission qui nécessite des sacrifices financiers et budgétaires importants. Sur le plan sociopolitique, on peut comprendre que l'Éthiopie, qui connaît un soulèvement armé des irrédentistes de la région du Tigré, préfère rationaliser ses priorités financières en réorientant ses ressources vers le traitement de cette menace. Toujours en perspective de la fermeture de l'ambassade d'Éthiopie en Algérie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pense que les représentations diplomatiques sont bien trop nombreuses et devraient être réduites de 50%. C'est dans ce contexte qu'il a amorcé un plan de réduction budgétaire. Objectif, minimiser les dépenses liées au fonctionnement des ambassades. L'Éthiopie ne devrait pas avoir une 60aine d'ambassades et de consulats à l'heure actuelle. Au lieu de jeter des dollars américains partout, au moins 30 ambassades devraient être fermées. Les ambassadeurs devraient être plutôt ici. L'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, par exemple, pourrait être basé à Addis Abeba et ne faire des déplacements sur le terrain que pour rencontrer des responsables, tout en suivant les événements de Nairobi à travers les médias. Les intérêts de l'Éthiopie en Algérie seront donc désormais couverts par un ambassadeur non résident basé dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été communiqué sur les rentrées financières que devrait inciter cette diplomatie de navette.
Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, plus que jamais impliqués dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le continent. Ils prônent notamment une approche de santé publique combinée à des mesures sociales, une vision que rendra possible le partenariat entre l'Africa CDC et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nathalie Mo. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, CDC Africa, au plus près des populations pour vaincre la pandémie de Covid-19. La démarche des CDC Africa sera concrétisée par le mémorandum d'entente signé entre l'organe panafricain et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'accord signé le 25 août 2021 vise l'accélération de la riposte contre le Covid-19 à travers le renforcement des investissements. Nous tenons vraiment à ce partenariat dans le but d'étendre les dépistages et envisager de nous servir du personnel de santé pour mener les programmes de vaccination. La situation sanitaire sur le continent pourrait présenter de nouveaux défis pour les pays africains avant une éventuelle éradication de la pandémie. Les CDC Africa préconisent une action combinée pour faire face à la succession des vagues de contamination. Aux mesures de santé publique, le Dr John Kengasong propose d'apporter des ajustements sociaux capables de rendre possible le retour à la vie normale malgré la pandémie. Le programme de santé publique et de mesures sociales que nous avons mis en place serait important pour définir des systèmes d'alerte qui vont nous indiquer les zones de grande circulation du virus. Cette méthode pourrait permettre de remplacer les mesures de confinement national par des mini-confinements. L'inégal accès aux vaccins perdure en Afrique. Malgré cette situation, le taux de vaccination a triplé avec 13 millions de doses administrées au cours des 7 derniers jours. L'Afrique recevra 117 millions de doses de vaccins dans les mois à venir, mais 34 millions supplémentaires seront nécessaires pour atteindre l'objectif de vaccination continentale. L'actualité sportive à présent avec la 3e journée des éliminatoires de la zone Afrique pour le mondial Qatar 2022. Plusieurs rencontres intéressantes se jouent ce vendredi et d'autres sont à venir dimanche, lundi et mardi prochain. Pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif José Douglas. Alors José, comment se présente la suite de ces éliminatoires ? Exactement Corinne. Alors d'abord, en ce qui concerne les matchs de ce vendredi 3 septembre 2021, nous reviendrons sur les résultats et avant de voir le programme de ce dimanche 5 septembre, attardons-nous sur 2 rencontres. Tout d'abord, Niger qui est en blanc et qui perd devant le Burkina Faso qui est en vert sur son terrain 0-2. Les Burkinabés ont inscrit leur but grâce à Lassana Traoré à la 76e minute après un cafouillage dans la défense du Niger. Et c'est Lassana Traoré qui a marqué. Et ensuite, vous allez le voir, Mohamed Konaté à la 79e minute sous penalty, après avoir été bousculé dans la défense du Niger, qui inscrit donc le 2e but. Bon score pour le Burkina Faso, surtout à l'extérieur. C'est bien parti donc pour les Burkinabés. Nous allons, après ce match, voir la 2e rencontre. Bien, c'est l'Algérie qui n'a pas fait de pitié face à l'équipe de Djibouti, 8-0, avec 2 pénaltys pour les Fennecs. Les buts donc sont signés. Islam Slimani qui marque à la 5e, 25e sur pénalty, 46e et 53e minute. Ramsi Ben Sebani marque à la 26e minute. Bagdad Bounedja, 40e sur pénalty également. Riyad Mahrez, 67e, et Ramiz Zerouki à la 69e minute. L'Algérie, le champion sortant de la CAN, qui sera de nouveau le favori au Cameroun et qui n'aura aucune difficulté, sauf gros faux pas, à se qualifier pour le mondial au Qatar. Véritable démonstration de l'Algérie. Exactement, Corinne. Voilà. L'Algérie qui a démarré très fort avec ses 8 buts. Un plaisir de voir jouer cette équipe en plus.
Nous allons enchaîner, Corinne, comme vous l'avez dit, plusieurs matchs encore ce dimanche. Rwanda contre le Kenya. Un rachat est nécessaire pour les Rwandais après leur défaite face au Mali, 1-0. Rachat aussi indispensable pour le Togo qui affronte la Namibie. Le Togo qui a perdu face au Sénégal, 2-0. Gabon-Égypte, rachat aussi indispensable pour le Gabon de Patrice Neveu après la défaite face à la Libye sur le score de 2-1. Parmi les autres matchs à suivre, mais nous en reparlerons, Corinne, il y aura lundi 6 septembre, Guinée-Maroc et Côte d'Ivoire-Cameroun, que vous allez suivre de près, je le sais. Belle affiche. Mardi 7, Guinée équatoriale contre Mauritanie, Congo-Brazzaville contre Sénégal et Burkina Faso contre l'Algérie, autre belle affiche. Rappelons que 5 équipes seulement représenteront notre zone pour participer à cette phase finale de la Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre 2022. Moi, Corinne, je vous retrouve lundi pour un nouveau point sur la compétition. Merci, José, pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.